L'automne 42. Stalingrad. Un vent glacial transperce les eaux, mais ce n'est pas lui le principal ennemi. Profondément enfoui dans une tranchée gelée, au milieu de la boue et du désespoir, un soldat allemand, qui a traversé la moitié de l'Europe, reçoit une lettre précieuse de chez lui. La main maternelle trace des lignes emplies d'espoir et d'inquiétude pour son bien-être au front. Mais comment lui, ce soldat endurci par le feu de maintes batailles, vainqueur de Varsovie et de Paris, pourrait-il lui expliquer le cauchemar qui tourmente son âme chaque jour? Comment écrire que lui, guerrier aguerri, est conduit à sa perte par de toutes jeunes filles, à peine âgées de 20 ans? Ceci est l'histoire d'une menace invisible qui s'est installée dans les tranchées allemandes, d'un phénomène qu'aucune armée au monde n'avait connu jusqu'alors. C'est l'histoire des femmes tireuses d'élite soviétique. Imaginez ce soldat. Il a vu les défilés de ses troupes à Paris, la chute de Kiev, l'anéantissement de dizaines d'armées. Mais sur le sol russe, une peur nouvelle, totalement incompréhensible, l'envahit. Ce n'est pas la terreur face aux armadas de chars ou aux salves d'artillerie. C'est une panique absolue devant une mort invisible, capable de le faucher à tout moment, même le plus inattendu. Le matin, un silence assourdissant. Le jour, un regard prudent hors de la tranchée, derrière lequel peut se cacher une sentence. Et le soir, un camarade tombe à ses côtés, transpercé d'une balle. On n'entend pas le coup de feu. D'où vient-il? Qui est-ce? Et le plus terrifiant, cela aurait pu être une femme. La propagande hitlérienne dépeignait la femme russe comme une ménagère soumise, docile et faible. La réalité s'avéra pourtant choquante de différence. Dès les premiers mois de la guerre, les Allemands furent confrontés au fait qu'ils se battaient non seulement contre des hommes, mais aussi contre des femmes. Et ces femmes n'étaient pas moins, voire parfois plus habiles que leurs homologues masculins. Les femmes tireuses d'élite soviétique devinrent un phénomène unique dans l'histoire des guerres. Plus de 2000 jeunes femmes prirent les armes, se transformant en une terreur invisible pour les troupes ennemies. Leur tableau de chasse cumulé dépassa les 12 000 soldats et officiers ennemis abattus. Imaginez ces chiffres, 12 000 vies fauchées par ces protectrices invisibles de la patrie. C'est une histoire de courage incroyable et de bravoure sans pareil. De femmes qui devinrent de véritables légendes. Leurs noms et leurs exploits furent consignés dans les documents secrets de la Wehrmacht, où elles étaient désignées comme « l'horreur invisible ». Même les soldats allemands expérimentés, ayant connu les combats à travers toute l'Europe, ressentaient de face à elles une peur presque mystique. Au départ, les femmes tireuses d'élite apparurent spontanément, au sein de la milice populaire et des groupes de partisans. Personne ne s'attendait à une participation aussi massive. Cependant, le commandement soviétique réalisa très vite que ce n'était pas un hasard, mais plutôt une constante, due aux qualités uniques des femmes. La patience, l'endurance, une capacité étonnante à l'observation prolongée, tout cela les rendait idéales pour le tir de précision. Vers le milieu de 1943, plus de 2000 femmes tireuses d'élite servaient dans l'armée rouge. Chacune d'entre elles avait suivi une formation rigoureuse et était une véritable professionnelle dans son domaine. Mais leur total de plus de 12 000 ennemis éliminés n'est qu'une statistique aride. Derrière chaque chiffre se cache le destin d'une femme en particulier, ses rêves, sa douleur, sa rage. Des étudiantes, des mères, des enseignantes, des ouvrières d'usine. Toutes avaient pris les armes pour défendre leur patrie. Les Allemands comprirent rapidement qu'ils avaient affaire à un adversaire hors du commun. Les femmes tireuses d'élite agissaient différemment, avec plus de prudence, de patience, se camouflant avec maestria. Un seul de leurs tirs pouvait décider de l'issue d'une attaque entière, paralyser une offensive ou priver l'ennemi d'un commandant clé. Cette peur engendra une multitude de légendes et de mythes dans les tranchées allemandes. Des jeunes filles fantômes tirant à travers les murs, des femmes louves-garous changeant d'apparence. Ces histoires, nées d'une terreur primale, en disent long à elles seules. La réalité, elle, était à la fois plus simple et plus terrifiante que n'importe quel mythe. Les femmes tireuses d'élite soviétique étaient des êtres humains ordinaires, mais dotés d'une volonté de fer, d'une préparation excellente et d'une précision étonnante. Chacune comprenait. Rater sa cible, ce n'était pas seulement échouer, c'était sa propre fin. Le commandement allemand édicta des instructions spéciales pour la lutte contre les tireurs d'élite, mais dans les documents concernant les femmes, le ton changeait radicalement. Des épithètes telles que « danger particulier »,« prudence accrue »,« destruction immédiate » apparaissaient. On craignait les femmes plus que les hommes, et cette peur était absolument justifiée. Les données statistiques confirmèrent leur plus grande efficacité.
Elle se démasquait en moins, restait plus longtemps en position et tirait avec une précision incroyable. Le 22 juin 1941, début de la Grande Guerre patriotique, fut un tournant pour des millions de citoyens soviétiques. Parmi ceux qui répondirent à l'appel de défendre la patrie se trouvaient des milliers de femmes. Au début, elles furent accueillies avec scepticisme, la guerre étant considérée comme pas une affaire de femmes, et on leur proposait du travail à l'arrière en tant que soignante ou opératrice radio. Mais de nombreuses jeunes femmes insistaient « Donnez-nous des fusils, nous savons tirer aussi bien que les hommes ». Et c'était la pure vérité. Dans les années 30, l'Union soviétique disposait d'un système de préparation militaro-sportive très développé, auquel participaient des millions de citoyens, y compris un grand nombre de femmes. Beaucoup d'entre elles maîtrisaient parfaitement les armes avant même la guerre. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, qui allait devenir la meilleure femme tireuse d'élite de l'histoire, fréquentait déjà un club de tir pendant ses années scolaires. Au début de la guerre, elle travaillait à l'usine de Kiev et, apprenant l'attaque, se rendit immédiatement au bureau de recrutement militaire, déclarant « Je suis venue comme volontaire, donnez-moi un fusil ». Les exemples de ce genre étaient nombreux. Zinaïda Portnova, future héroïne de l'Union soviétique, n'était à ce moment-là qu'une simple écolière. Nina Petrova, qui avait une expérience colossale en tant qu'instructrice de tir. Maria Polivanova, qui travaillait dans une usine moscovite tout en étant l'une des meilleures tireuses de sa région. Natalia Kovchova, passionnée de chasse depuis son enfance. Tous ces noms confirment la volonté des femmes de participer aux opérations de combat, leur détermination à défendre leurs terres. Les premiers mois de la guerre révélèrent rapidement l'efficacité phénoménale des femmes tireuses d'élite. Leurs avantages étaient évidents, la patience qui leur permettait d'attendre des heures en embuscade, la non-impulsivité excluant la divulgation prématurée des positions, l'ingéniosité dans le camouflage, une taille et un poids moindres, offrant un avantage dans le choix des abris. Et surtout, une motivation particulière, la protection de leurs enfants, de leur foyer, de leur avenir. Klavdia Kalugina, une jeune femme de 17 ans, se retrouva au front après que les Allemands eurent brûlé sa maison et tué ses parents. Elle partait pour se venger, et elle se vengeait avec précision et sans pitié. Progressivement, il devint absolument évident, une formation systématique des femmes tireuses d'élite était une nécessité impérieuse. En 1942, la décision fut prise de créer les premières formations de tireuses d'élite pour femmes. Même avant cela, les jeunes femmes combattaient sur tous les fronts, couvraient les retraites, participaient à la défense de Moscou et de Leningrad. Les Allemands, totalement inaccoutumés à voir des femmes en première ligne, furent, pour ainsi dire, bouleversés. Les premiers rapports à leur sujet furent accueillis avec scepticisme dans les états-majors berlinois, mais les doutes se dissipèrent très vite lorsque les pertes parmi les officiers et les tireurs d'élite allemands augmentèrent fortement. Au printemps 1943, il devint parfaitement clair. Les femmes tireuses d'élite constituaient une force militaire sérieuse, nécessitant une formation systématique. Leur efficacité était prouvée, mais des problèmes furent également identifiés, comme une préparation tactique insuffisante, ce qui entraînait parfois des pertes importantes. Et c'est alors, le 21 mai 1943, qu'un ordre du Commissariat du peuple à la défense de l'URSS fut émis pour la création de l'école centrale de formation des femmes tireuses d'élite à Podolsk, près de Moscou. Ce fut le premier centre spécialisé de ce type au monde. La sélection y était extrêmement rigoureuse. Âge de 25 ans maximum, au moins 7 années de scolarité, excellente vue, endurance physique. Mais le plus important était la stabilité psychologique et la capacité à tuer. Les candidates étaient minutieusement examinées non seulement sur leurs compétences de tir, mais aussi sur leur caractère, leur motivation, leur situation familiale. Nina Lobkovskaya, dessinatrice de 19 ans de l'usine de défense de Toula, se souvenait comment on lui avait demandé si elle était prête à tuer. « Je suis prête à venger mes frères, tombés près de Moscou », répondit-elle. La formation durait de 3 à 6 mois et comprenait une préparation complète. Exercices physiques, cours théoriques approfondis sur la balistique et la structure des armes, maîtrise de la tactique de tireur d'élite, tir pratique avec des exigences strictes, 9 tirs sur 10 dans la cible, camouflage, qui était un véritable talent d'acteur, étude de l'ennemi, préparation psychologique, topographie et orientation, ainsi que les bases de l'aide médicale. Alia Moldagulova, future héroïne de l'Union soviétique, une jeune femme de 18 ans des steppes kazakhs, sans expérience de maniement d'armes modernes, possédait une vue phénoménale et une main ferme.
Après un mois de formation, elle surpassait de nombreux instructeurs. Tatiana Baramzina se camouflait avec une habileté incroyable, devenant invisible même pour les instructeurs les plus expérimentés. Les diplômés de l'école étaient de véritables professionnels, capables d'atteindre une cible à une distance allant jusqu'à 800 mètres, maîtresses du camouflage et de la survie, des personnes dotées d'une volonté de fer et d'une détermination à se battre jusqu'au bout. Pendant l'existence de l'école, plus de 1000 femmes tireuses d'élite et plus de 400 instructrices furent formées. Le nom de Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko terrorisait les soldats allemands. Elle naquit le 12 juillet 1916 à Bila Tserkva. Son enfance, ordinaire pour une jeune fille soviétique des années 30, ne laissait en rien présager sa future gloire. Au début de la guerre, elle avait 25 ans et travaillait au chantier naval de Nikolaïev. Apprenant l'attaque, elle se rendit sans hésiter au bureau de recrutement militaire avec une seule demande : « Donnez-moi un fusil ». Malgré le scepticisme initial de sa hiérarchie, son premier combat confirma sa maîtrise. Sa carrière de tireuse d'élite commença avec la défense d'Odessa, l'une des batailles les plus sanglantes du début de la guerre. Lyudmila comprit vite que l'important n'était pas la quantité, mais la qualité des tirs, l'étude minutieuse de la cible et le choix du moment optimal pour un impact précis. Sa première grande victoire fut l'élimination d'un tireur d'élite allemand qui terrorisait les positions soviétiques depuis plusieurs jours. La réputation de la tireuse d'élite se répandit rapidement et on commença à lui confier des missions spéciales, les plus complexes. À la fin de la défense d'Odessa, son décompte s'élevait à 54 ennemis tués. À Sébastopol, où elle passa les mois les plus difficiles de son service pendant le siège de 250 jours de la ville, Lyudmila révéla pleinement son incroyable talent. Elle étudia en profondeur les habitudes des soldats allemands, leur routine quotidienne, leur psychologie. Les Allemands lancèrent une véritable chasse à l'homme contre elle, offrant une récompense pour sa tête et envoyant les meilleurs tireurs d'élite de la Wehrmacht pour la contrer. Mais toutes leurs tentatives s'avérèrent vaines. Les tirs de Pavlichenko se distinguaient par une précision stupéfiante et elle-même était non seulement une tireuse d'élite hors pair, mais aussi une maîtresse virtuose du camouflage et de la tactique. Pendant la défense de Sébastopol, son décompte personnel s'éleva à 250 ennemis tués, dont 36 tireurs d'élite ennemis. En juin 1942, Lyudmila fut gravement blessée par un éclat d'obus. Après cela, elle fut envoyée aux États-Unis et au Canada pour montrer aux alliés occidentaux la véritable réalité de la guerre, à laquelle même les femmes participaient. Sa rencontre en Amérique fit sensation. Son discours à Chicago devint légendaire, résonnant comme un tocsin pour les indifférents. « Messieurs, j'ai 25 ans. Au front, j'ai éliminé 309 envahisseurs fascistes. Ne vous semble-t-il pas, messieurs, que vous vous cachez un peu trop longtemps derrière mon dos ?» Après son retour au pays, Lyudmila devint instructrice dans cette même école Vystrel, transmettant son expérience inestimable à la nouvelle génération de tireurs d'élite. Elle fut diplômée de la faculté d'histoire de l'université de Kiev, travailla au comité des vétérans de guerre, restant jusqu'à la fin de sa vie une personne modeste, se remémorant rarement son parcours de combat. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko décéda le 27 octobre 1974. Son nom et ses 309 victoires confirmées sont à jamais entrés dans l'histoire. L'histoire de l'amitié entre Maria Polivanova et Natalia Kovchova. C'est une autre page éclatante de la Grande Guerre patriotique. Deux jeunes femmes de villes différentes, unies par un objectif commun, vécurent, combattirent et périrent ensemble, devenant un symbole d'amitié féminine et de sacrifice de soi. Maria, qui travaillait dans une usine moscovite, et Natalia, passionnée de chasse et étudiante à l'Institut, se rencontrèrent pendant leurs études. Dès les premiers jours, une solide amitié naquit entre elles. Elles formaient un binôme de tireuses d'élite idéal, agissant de manière coordonnée, se couvrant mutuellement, se comprenant sans un mot. Leur tactique comprenait la création de fausses positions, forçant l'ennemi à se dévoiler pour ensuite porter un coup précis. En 6 mois de combat, leur décompte total atteignit les 300 ennemis tués. Mais le destin en décida autrement. Le 14 août 1942, elles reçurent l'ordre de couvrir la retraite de leur unité. La position était extrêmement désavantageuse, mais il n'y avait pas d'autre issue. Elles acceptèrent le combat. Lorsque les munitions furent épuisées et que l'encerclement devint inévitable, elles préférèrent une mort héroïque au combat, se faisant exploser avec des grenades, l'une dans les bras de l'autre, emportant avec elles les ennemis. Leur exploit ébranla l'armée et elles furent décorées à titre posthume du titre de héros de l'Union soviétique.
Les femmes tireuses d'élite, contrairement aux hommes, se vantaient rarement de leur victoire. Elles travaillaient avec méthode, professionnalisme, presque cliniquement. Leur principal avantage, la patience, une attention illimitée aux détails, la maîtrise du camouflage et une connaissance approfondie de l'ennemi. Elles préféraient travailler seules ou en petits groupes où chacune connaissait son rôle. Leur élément était le silence, la solitude et une concentration maximale. Leur tactique se distinguait par une sélectivité exceptionnelle. Chaque tir était planifié à l'avance, chaque cible était minutieusement étudiée. Lyudmila Pavlichenko, par exemple, avait développé sa propre classification des cibles par ordre d'importance, préférant les officiers et les tireurs d'élite ennemis et les soldats ordinaires, uniquement en l'absence de cibles plus importantes. Dans la chasse aux tireurs d'élite ennemis, elle faisait preuve d'un talent particulier, utilisant des techniques psychologiques sophistiquées. Olga Vassilieva choisissait délibérément les moments où son tir était vu par le plus grand nombre de soldats allemands, ce qui avait un impact plus fort sur leur morale, sapant l'esprit de combat. Elle changeait toujours de position après chaque tir, préservant le secret de leur emplacement et leur vie. Zinaïda Portnova créa même un silencieux improvisé, lui permettant d'opérer à courte distance de l'ennemi, tout en restant inaudible. Les soldats allemands reconnaissaient la supériorité des femmes tireuses d'élite soviétique, notant leur prudence, leur précision stupéfiante et leur absence totale de hâte. Leur adresse phénoménale inspirait une terreur particulière. Dans 90% des cas, leurs tirs étaient mortels. Les pertes dues aux tirs de précision augmentèrent fortement avec l'apparition des unités de tireuses d'élite féminines. Les Allemands tentèrent de combattre cette peur par la propagande, les dépeignant comme des monstres et des créatures inhumaines. Mais la peur s'avéra plus forte que n'importe quel mensonge. Le commandement de la Wehrmacht fut contraint de modifier sa tactique, introduisant des mesures de précaution supplémentaires. Les femmes tireuses d'élite étaient plus craintes que les hommes et l'on évitait de les faire prisonnières. Alia Nurmukamu-Betovna Moldagulova, une jeune femme de 19 ans des steppes kazakhs, devint l'une des tireuses d'élite les plus efficaces de l'armée rouge et la plus jeune héroïne de l'Union soviétique parmi les femmes tireuses d'élite. Orpheline précoce, elle rêvait de devenir médecin, mais la guerre bouleversa tous ses projets. En octobre 1942, elle intégra l'école Vistrel, où sa vue phénoménale et son calme attirèrent rapidement l'attention des instructeurs. En 8 mois au front, elle élimina 91 soldats et officiers ennemis. Elle se distinguait par une prudence exceptionnelle et une intuition remarquable. Le 14 janvier 1944, elle périt au combat, couvrant la retraite de son unité. Rosa Egorovna Chanina, une jeune femme de 20 ans de la région d'Arkhangelsk, élimina 59 ennemis en 1 an de combat. Zoya Anatolievna Medvedeva, une Léningradoise de 18 ans, défendit sa ville pendant le blocus. Son décompte personnel, 37 ennemis tués. Ces jeunes tireuses d'élite se distinguaient par un courage et un dévouement exceptionnels, se jetant au cœur de l'enfer pour leurs camarades et leur patrie. Dans les détachements de partisans, les femmes tireuses d'élite devinrent un véritable cauchemar pour les garnisons allemandes. Ekaterina Ilina élimina 120 ennemis en 2 ans de guérilla. Zoya Kosmodemianskaya, symbole de la résistance partisane, fut non seulement une éclaireuse, mais aussi une tireuse d'élite. Maria Kislyak développa une tactique d'attaque surprise, éliminant 43 ennemis en 1 an. Valentina Safronova garda seule un hôpital de partisans pendant 3 mois. Nina Korneva était à la fois opératrice radio et tireuse d'élite. Alexandra Gavrilova se spécialisait dans les sabotages contre le transport ferroviaire. Elena Mazurova opérait dans la ville occupée d'Orel sous l'apparence d'une simple femme de ménage, collectant des renseignements et traquant les ennemis. Les Allemands prirent toutes sortes de mesures pour lutter contre les tireuses d'élite partisanes, mais les femmes les surpassaient en ingéniosité, utilisant toutes les ressources de la forêt dense pour le camouflage. Le prix de la précision était incroyablement élevé. Les blessures étaient inévitables et les traumatismes psychologiques encore plus lourds. La perte d'amis proches, la vision de la mort de civils, tout cela laissait des traces profondes et indélébiles dans l'âme de ces jeunes femmes. La capture pour les femmes tireuses d'élite signifiait souvent des tortures inévitables et une mort horrible. Les archives conservent des documents de la Wehrmacht attestant d'ordres spéciaux concernant les femmes tireuses d'élite. Elles n'étaient pas faites prisonnières, mais abattues sur le champ. La réalité s'avérait encore plus terrible que les ordres les plus effroyables. Zinaïda Portnova, Lisa Tchaïkina, Anna Morozova ne sont que quelques-unes de celles qui périrent des mains des bourreaux.
La propagande allemande diabolisait les femmes tireuses d'élite, tentant de justifier sa cruauté inhumaine. De nombreuses femmes tireuses d'élite, comprenant l'inéluctabilité de la mort en captivité, gardaient la dernière balle pour elles. Le suicide devenait un acte de courage suprême, un moyen de ne pas se rendre à l'ennemi, de ne pas trahir ses camarades. La cruauté des Allemands ne faisait qu'intensifier la fureur des femmes soviétiques et accroître leur quête de victoire. Les lettres de chez elles et les journaux intimes des femmes tireuses d'élite sont des témoignages inestimables d'une époque, imprégnée de douleur et d'espoir. Rosa Tchanina, Lyudmila Pavlichenko, Alia Moldagulova, chacune d'entre elles cherchait à raconter la guerre, leurs expériences, mais c'était presque impossible. Dans les journaux intimes, la vérité de la guerre sans phare. Dans les lettres, une tentative de dissimuler la réalité à leurs proches, de rassurer leurs mères et leurs enfants. Les femmes tireuses d'élite participèrent à la libération des villes, parcoururent le chemin jusqu'à Berlin même. Elles virent de leurs propres yeux toutes les horreurs de la guerre. Après la guerre, une autre bataille commença, la bataille pour une place dans la vie civile. La société acceptait difficilement celles qui avaient appris à tuer. La reconnaissance officielle ne vint pas immédiatement, mais progressivement, la société commença à comprendre l'ampleur de l'héroïsme de ces femmes. Des rues et des écoles au Kazakhstan portent le nom d'Alia Moldagulova. L'exploit de Maria Polivanova et Natalia Kovchova devint un symbole de l'amitié du front. Le journal de Rosa Tchanina est devenu l'un des documents les plus poignants sur la guerre que nous possédons. Leur mémoire est conservée dans les musées, les livres, les films, les souvenirs des vétérans et de leurs descendants. Chaque 9 mai, les gens déposent des fleurs sur leur tombe, rappelant le prix exorbitant payé pour notre victoire. Les femmes tireuses d'élite resteront à jamais un symbole de courage, de bravoure et d'abnégation. Elles ne sont pas seulement une partie de l'histoire, elles en sont l'incarnation la plus éclatante. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres histoires incroyables d'exploits, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles publications. À bientôt!